Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Comme je l'ai toujours dit, cette émission, c'est les rendez-vous pour décrypter et analyser l'actualité en République démocratique du Congo et même à travers le monde. On va aujourd'hui revenir sur 4 principaux sujets. On va aborder la question du retard dans la sortie du gouvernement Sama Lukonde qui a été nommé, ça fait jour pour jour, 46 jours déjà. Jusqu'à ce jour, son équipe gouvernementale n'est pas toujours dévoilée. Qu'est-ce qui bloque? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia Christophe, qui a répondu sèchement, selon les députés du Grand Kivu. Mbosso a demandé à ses députés de sortir des groupes armés, alors que ceux-ci tentaient de revendiquer par rapport ou de protester contre l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les remplacements des Corneilles à la tête de la CENI. Les confessions religieuses ont déclenché déjà ces processus. On va donc tenter d'analyser aussi ces sujets et puis on va chuter avec la question de la congolité, la proposition de Noël Tchani qui fait fâcher et qui agite les camps. Moïse Katumbi, on crie à la chasse à la sorcière déjà du côté d'Ensemble pour la République. Noël Tchani qui propose que l'accès à la présidence de la République ne soit conditionné que par des personnes qui sont nées des pères et des mères congolais. On va donc tenter d'analyser tous ces sujets avec sur ces plateaux Monsieur Wilson Munzemba, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour tous les téléspectateurs de Congo Base Télévision. Je suis très content de vous. Les thèmes que nous allons développer, je crois que nous allons donner plus de lumière et de clarté au niveau de la population qui comprennent qu'est-ce qui se passe dans la politique congolaise. Très bien. Alors l'actualité, c'est aussi l'élimination des léopards de la République démocratique du Congo qui ont battu lors de la dernière journée la Gambie, très difficilement d'ailleurs, 1-0, un but marqué sur penalty par l'ancien joueur des V-Club DSMP, Kazadika Sengoudi Zadio. Les léopards ne prendront donc pas part à la CAN 2022 au niveau du Cameroun. Une déception? Oui, une déception. Le Congo, c'est une grande nation de football. Je crois que ce sera encore une fois que nous allons manquer ces rendez-vous continental et c'est fort regrettable et cela fait suite à une désorganisation sur le plan organisationnel. Je crois que Tisserand, un des joueurs, a déclaré cela et ça vaut de la peine parce qu'aujourd'hui nous sentons au niveau de la machine qui dirige le football, ça pose problème. Donc nous sommes interpellés, reculer pour mieux sauter. Je crois que c'est la meilleure des moyens qu'on pouvait faire aujourd'hui. Alors on accuse dans cette élimination, certains parlent de l'incompétence du sélectionneur national Christian Sengibiembe. On pointe aussi du doigt Constant Omar Selemani, président de la FECOFA, qui a même déclaré qu'il ne va plus briguer un autre mandat à la tête de cette institution. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on doit déjà réfléchir en termes du départ de Christian Sengibiembe, alors que de l'autre côté de la FECOFA, Omar il s'est déjà prononcé? Omar, c'est une décision responsable. Je sais que c'est un monsieur aguerri. Et ce sont des valeurs, entre nous soit dit, tant bien que mal, ce sont des valeurs. Nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier Constant Omar dans l'histoire du football congolais. Par contre, par rapport à l'entraîneur, je crois que tout entraîneur au monde est évalué en fonction de la production de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, si nous évaluons que Christian Sengibiembe, je suis désolé de le dire, depuis qu'il est au niveau ou à la tête de notre sélection, la sélection nationale, les résultats ne sont pas probants. Et sur 9 matchs, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, nous n'avions que gagné 2 matchs à peine. Donc jusqu'à hier, 2 matchs, et puis voilà, c'est négatif. Moi, je crois que, à mon humble avis, il doit quitter et puis changer. Nous avons quand même des gens qui ont des atouts. Nous avons beaucoup des entraîneurs qui ont fait aussi des grandes écoles. Nous pouvons aussi les essayer. Pourquoi pas aussi reprendre les anciens qui étaient déjà un ancien entraîneur mais qui avaient distingué par rapport à ses prestations. Nous pouvons les récupérer. Constant Omar, on parle de la politique sportive qui pose problème. Aujourd'hui, les léopards sont éliminés. Vous parlez du départ de Christian Sengibiembe. Un autre entraîneur peut venir, mais si la politique sportive n'est pas bien définie au niveau de l'État, ne craignez-vous pas que les prochains entraîneurs, José Mourinho soit-il, puissent être confrontés aujourd'hui à ces mêmes problèmes?
Mais écoutez, est-ce que Constant Omar, il a fait seulement les constats, les 5 dernières années? Il est au sommet de la FECOFA, ça fait combien d'années? Voilà. Est-ce que c'est les ministres qui viennent avec la politique qui doit diriger l'équipe nationale ou nos équipes nationales? Non, je ne pense pas. Il y a des structures techniques qui travaillent ensemble avec le ministère. Le ministère n'incarne que ce que les techniciens lui amènent. Le ministre peut ne pas être un technicien. Vous n'avez jamais vu une école conforme des ministres du sport au monde entier. Mais par contre, vous avez des écoles qui forment des techniciens en telle matière. C'est là où ça pose problème. Les ministres amènent seulement la politique qui va diriger la technicité qui est mise en place. Mais par contre, si les techniciens eux-mêmes ne présentent pas un plan remontant sur ce qui doit se faire, là ça pose problème. Et si ce plan ne rencontre pas la politique définie au niveau du gouvernement, on fait quoi? S'il vous plaît, nous ne vivons pas sur d'autres cieux, nous vivons au Congo, nous savions nos réalités, nous devons faire marier nos réalités par rapport aux études que nous devons mener. Vous n'allez pas me dire, prenez le plan de renforcement des capacités de la France que vous amenez au Congo. Le Congo a sa tradition, le Congo a sa culture, le Congo a sa façon de voir les choses. Vous devez les réadapter par rapport aux réalités qui sont sur le terrain. Nous l'avions vécu ici dans ces pays. Il y a des gens qui se sont éternisés pour être dirigeants d'un club de football. Mais il n'a pas de moyens, il n'a pas des atouts. Mais par contre, si tu te fais encadrer des gens aguerris et qui s'y connaissent à la matière, je crois que nous devons aller de l'avant. C'est fort regrettable. Nous avions vu Constant Omari comme secrétaire général de la FECOFA, président de la FECOFA plutôt, mais nous l'avions vu aujourd'hui, à partir de la FECOFA, ça lui a fait remonter à la CAF et au niveau de la FIFA. Imaginez! Donc, tout ministre qui pouvait venir ici, même s'il quitte aujourd'hui, soyez-en sûrs, c'est une personne ressource. On pouvait toujours les contacter et puis le voir pour un conseil donné. Très bien, on va cette fois-ci parler de l'actualité politique. Mosoko dit à président de l'Assemblée nationale qui a tenu des propos selon les députés qui vous énervant. Les députés revendiquaient ou protestaient par rapport à l'insécurité dans la partie est de la République et Mosso a répondu à ces députés en leur demandant de quitter d'abord les groupes armés, de cesser de tuer leurs propres frères. Monsieur Wilson Nzemba, comment analysez-vous les propos du président de l'Assemblée nationale? Avec une lecture sommaire, je crois que M. Mbosso n'est pas allé à 4 chemins. Avant qu'il puisse prendre parole, je crois que vous êtes journaliste, vous avez vu les députés sont allés lui faire pression du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Il leur a répondu, je vais vous répondre d'une manière officielle. Ça, c'est une attitude que je dis autoritaire d'un responsable d'une institution. Ça, des leaders. Et ça, je lui dis chapeau bas. Par contre, mon cher ami, il faut vivre ce qui se passe à l'est du pays. D'abord, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre réglementée comme nous pouvons le dire. C'est une guerre que vous verrez, c'est comme que nous disons à Kinshasa, Ezali Bakuluna Mea Armée. Je dis ça comme ça. Parce que vous verrez que il y a les gens de tel territoire qui vont s'attaquer à d'autres peuples, mais qui sont du même contraire. Là, ça pose problème. Est-ce que nous l'avions toujours décrié auprès des journalistes et nous dénonçons toujours. La guerre ne vient pas de qui que ce soit, mais la guerre vient de Kinshasa. La guerre est instrumentalisée par ceux qui dirigent ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avions eu quand même un président de l'Assemblée nationale qui a dit haut et fort. C'est vrai que les gens disent, est-ce que ce que Mbosso a dit, ces allégations, est-ce qu'il peut le défendre? J'ai dit oui, parce que le vice-président est monté au créneau pour dire, le vice-président Jean Makaboun, pour dire clair, net et précis, on ne protégera personne. Nous ne pouvons pas continuer à endeuiller la population. En même temps, nous-mêmes qui s'aimons, qui créons cette zizanie, et nous venons ici pour bloquer les institutions qui fonctionnent normalement. Ça pose problème. Donc, si M. Mbosso aujourd'hui est allé tout droit au but, parce que le mal a pris un niveau indescriptible. Et à
à ce niveau que nous sommes aujourd'hui, dis-moi, même les génocides rwandais n'ont jamais compté le nombre de morts que nous avons aujourd'hui au Congo. Et ces gens-là ne sont pas des étrangers, ce sont nos frères congolais. Nous nous entretenons nous-mêmes. En même temps, nous voulons faire voir que non, écoutez, nous sommes instrumentalisés par les Rwandais, nous sommes utilisés par l'Ouganda. Oui, quand ils viennent, moi Hervé, je ne pense pas que Bosembe viendra me dire le contraire, que quand je vais acquiser Itoma auprès de Bosembe, parce que c'est lui le patron de la chaîne, il doit me poser la question, lorsqu'il y a eu cette histoire-là, qu'est-ce que toi d'abord tu as répondu? Et c'est ce qui se passe avec nos députés. Pourquoi ils doivent s'agiter pour l'instant? Qui se grattent à des gales, dit-on. Mais alors, nos députés, s'ils ne se reprochent de rien, qui puissent accompagner le chef de l'État dans la mission de dire la vérité? Il faut être réaliste. Si le chef de l'État a dit la guerre doit rentrer là où c'est venu, il n'a pas tort. Est-ce que l'attitude prise par les députés du Grand Kivu n'est-elle pas un signe d'irresponsabilité, même de lâcheté? Parce qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui ne fonctionne pratiquement pas, et un gouvernement qui ne fait qu'expédier les affaires courantes, un bureau qui vient à peine d'être installé. Pourquoi ne pas aller organiser par exemple un sit-in au Palais de la Nation, là où travaille les chefs de l'État, en lieu de place de venir traquer Mosokodi? Pour votre gouvernement, ça fait combien d'années que la guerre a commencé? La guerre n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Et pour vous compléter, ça fait aussi combien d'années certains de ces députés sont dans l'hémicycle. Et ce sont les mêmes députés qui reviennent. Imaginez. Ce sont des gens qui, quand ils sont ici à Kinshasa, ils vous font amadouer pour dire que voilà, nos frères sont tués là-bas, il n'y a pas l'assistance de Kinshasa. Mais quand on tue nos frères ici dans le Congo central, qui intervient? Il n'y a personne. Vous avez déjà vu les députés du Grand Kivu s'élever comme un salon pour dire, pour dénoncer, il y a des morts dans le Congo central, il y a les morts ici à Kinshasa, il y a les morts dans le Katanga. Qui a battu un enfant. Personne n'en parle. Imagine, il n'y a personne qui monte au créneau pour en parler. Ça, je me dis, c'est une attitude irresponsable de nos députés. Parce que la guerre a commencé il y a plus ou moins de 20 ans, depuis que nous sommes sous cette guerre importée par nous-mêmes. Nous l'avions importée, nous avions amené, parce que pour faire déferler Mobutu, on devait prendre les renforts du Rwanda. Et sans tenir compte qu'il y avait un agenda caché au niveau du Rwanda, qui vient maintenant utiliser nos propres frères pour nous entretuer entre nous-mêmes, parce qu'il y a les coltans. Mais il faut suivre les films. Je crois qu'il y a des documentaires qu'on nous fait montrer comment est-ce qu'on est en train de dilapider les minerais de la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'aujourd'hui, vous voulez mettre la charge au dos, soit de Mbosso Kodiapwanga, ou soit de Félix Antoine Tshisekedi. Je m'inscris en faux. Mais plutôt, j'interpelle la conscience d'un chacun du Grand Kivu. Vous savez, malheureusement que tu veux me poser la question, je suis là sur les plateaux, je devrais t'amener une lettre. Une lettre que monsieur, il s'appelle encore Bochab avait écrit à l'époque. Évariste Bochab avait écrit. Ceux qui connaissent cette lettre-là en savent quelque chose. Et qui ont signé ces documents-là? Qui étaient consultés? Il n'y a que des notables du Grand Kivu que nous savions, nous tous, qui sont dans l'hémicycle aujourd'hui. Donc, ils ne se sont pas battus par rapport à ça. Ils veulent faire pression à Bosso. Je me dis, non, vous n'avez pas raison. Et le moment est très mal choisi. Nous demandons à M. Bosso de dénoncer haut et fort et de nous citer des noms de tous ces députés. Nous devons les chasser de l'hémicycle. C'est irresponsable. C'est une trahison. Parlons-en comme ça, c'est une trahison parce que quand vous faites tuer vos frères, vous demandez seulement à arrêter Bosco Tanganda, à arrêter les colonels qui viennent de quitter tout à l'heure là, encore les FARDC. Non, commençons par les députés qui sont ensemble avec nous ici. Donc nous devons mener, là maintenant c'est nous aussi la population, nous devons prendre notre responsabilité parce que hier quand Jean-Marc Abound parlait, le vice-président de l'Assemblée nationale parlait, il a dit il y a la magie de la télévision. Donc au moment où il faisait la déclaration et la déclamation de Jean-Marc Abound, donc nos frères de Beni, Ituri, Goma, Bukavu, suivez en live. Est-ce que ces groupes de députés ne sont-ils pas en train de se tirer des balles sur leur propre pied? Parce qu'ils ont pour mission de légiférer, mais aussi de contrôler. Qu'est-ce qu'ils ont fait du ministre de la Défense qui est là et un autre qui est, je crois, délégué à la Défense? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces ministres? Cela prouve à suffisance
Combien de fois que le ministre de la Défense a été interpellé au Parlement, il n'a jamais répondu sous Mabunda. Voilà une machine que nous a mis en place, que nous aujourd'hui nous n'avons pas constaté, mais nous commençons à remarquer maintenant. Cette hypocrisie de gestion-là, nous devrons absolument les dénoncer. Et nous devons avoir le courage. Mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir l'indépendance d'esprit aussi longtemps que nous ne nous mettons pas ensemble. Comme le dit dans notre dialecte, le poil du chien se réveille au même moment et se couche aussi au même moment. Donc nous devons être comme un seul homme pour attaquer ces problèmes. Dernière question pour parler d'autres sujets. Ces députés, bon, ils ont aussi leur droit de revendiquer, mais moi je me pose encore la question de savoir, depuis longtemps, on a l'habitude de décrier l'infiltration au sein de notre armée, on parle de l'infiltration rwandaise, on parle même de l'infiltration par nos propres officiers de l'armée. Alors depuis tous ces temps, comment on n'arrive pas à maîtriser cette situation? Vous avez aujourd'hui les services de renseignement qui sont là en place. Caleb Mouton qui a régné pendant plus de 9 ans aujourd'hui en cachette, il y a une zone Katia qui est là aujourd'hui. Que font nos services de renseignement par rapport à tout ce qui s'est dit? Les services de renseignement étaient au service d'un individu à l'époque. C'est à peine des ans. Gérer une nation n'est pas gérer une petite boutique, mon cher ami. Même si tu déménages aujourd'hui, vous n'allez pas arranger votre maison en un jour. Imaginez, c'est chez toi, ce sont tes affaires, mais tu n'arrives pas à l'arranger en un jour. Mais c'est plutôt un processus. Et c'est ce processus-là que les chefs d'État nous avaient promis à la population que la guerre va cesser. Cher ami, la guerre, si c'est une guerre légale, nous pouvons négocier avec le pays qui nous attaque. Mais une guerre asymétrique, c'est comme je t'ai dit, vous n'allez pas négocier avec les Kuluna qui sont à Makala, vous n'allez pas négocier avec les Kuluna qui sont à Kingasani. Oui, c'est difficile, mais plutôt mettre les mécanismes de suivi pour encadrer cette affaire. Mais attends, il y a quelque chose qui remonte depuis longtemps, depuis 20 ans. Il y a un problème. Depuis 1984, on n'a jamais recensé les gens. Comment est-ce que nous pouvons comprendre que nous sommes infiltrés? Et dans cette infiltration-là, aussi longtemps que nous ne sommes pas recensés, donc nous n'avons pas l'identification. Ça pose problème. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de pesanteurs qui font que il y a des éléments qu'on ne sait pas contrôler, suite que il y a eu brassage dans ces pays. Vous savez, cette histoire de brassage, c'est nous faire dormir debout. Cette histoire de brassage. Et quand vous dites que nous avions au moins 30% des officiers militaires étrangers dans notre armée, c'est vrai. Nous avions fait une liste qu'on a publiée sur les réseaux sociaux. C'est vrai, parce que ce n'est pas contrôlé. Et quand on fait le brassage, c'est à ce moment-là que vous amenez et le virus et ce qui est viral, vous les amenez dans les paniers. Les présidents, avant d'accéder au pouvoir, ils connaissaient tout ça. Ils décriaient aussi comme vous le faites aujourd'hui. Mais comment aujourd'hui au pouvoir, depuis 2 ans, les présidents n'arrivent pas à maîtriser la situation? Vous croyez qu'en Félix Tshisekedi, lui seul peut maîtriser cette situation? C'est moi et toi. Lui, il a donné l'impulsion pour nous faire voir. Mais voilà, tu n'as jamais entendu un président de l'Assemblée nationale dire haut et fort, dénoncer haut et fort. Jamais. Depuis que vous êtes né d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Imaginez, aujourd'hui au moins, on a eu cette chance-là d'entendre un nouveau son de cloche. Et ça doit interpeller chacun de nous, interpeller aussi nos frères du Kivu qui entretiennent cette histoire. Parce que nous avons vu ici dans les images une femme congolaise qui vend des munitions, cher ami. Lorsqu'on commercialise des munitions comme on commercialise les Makayabu, c'est dangereux. Très bien, on va évoluer cette fois-ci pour parler du retard dans la sortie du gouvernement Samuel Konde. Nommé depuis 46 jours pratiquement, jusqu'à ce jour, on ne connaît pas son équipe gouvernementale qui bloque finalement la sortie du gouvernement, M. Wilson Mundemba. On est tellement mal habitué avec des terminologies au Congo. Depuis que le chef de l'État avait dit qu'il était bloqué par ses partenaires, tous, nous sommes accros sur bloqué. Moi, je dis non. Il y a des préalables. Moi, je n'utilise pas ces termes-là. Il y a des préalables. Et la mise en place d'un gouvernement n'est pas quelque chose de claquer les doigts. Mais 46 jours, maître. Oui, je n'en disconviens pas. Arrêtons avec la précipitation.
Il y a des priorités, il y a des urgences. Parlons-en comme ça. La Belgique a fait plus ou moins 3 ans avec des secrétaires généraux. Imaginez, il y avait... Est-ce que ça posait problème? La Belgique. Mais attends, c'est aujourd'hui que vous allez refuser les exemples venant d'ailleurs, où vous calquez toujours votre politique par rapport à ce qui se passe ailleurs. Non. La culturation a déjà pris de l'élan sur nous, a pris déjà un niveau incommensurable sur notre esprit. Mais qu'à cela ne tienne, revenons sur notre réalité, comme je le dis toujours. La réalité est que on n'a jamais eu 32 groupes parlementaires dans ce pays. Mais aujourd'hui, parce que Antoine Félix Tshisekedi est venu avec l'Union sacrée et tout le monde est déboussolé, veut à tout prix jouer une partition par rapport à la musique qui devrait être composée. Ça pose problème, mon cher ami. Non, la réalité est que nous devons rentrer dans l'esprit idéaliste, dans l'esprit nationaliste et patriotique que Antoine Félix Tshisekedi est en train de prôner aujourd'hui, pour dire que nous sommes venus au niveau de l'Union sacrée, pas pour les postes. Les blocages, peut-être s'il faut utiliser votre terme, les blocages viennent de là, par la boulimie politique, oui, par le goût d'avoir toujours être ministre. Pourtant, tous ces acteurs politiques en rejoignant l'Union sacrée avaient toujours un discours selon lequel nous ne sommes pas venus pour les postes. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui ces changements opérés dans les langages de ces mêmes acteurs politiques? La meilleure moyen de décourager tous ces gens-là, vous, la presse, devez prendre les images pour dire devoir de mémoire. Et vous verrez, vous allez décourager beaucoup de gens. C'est la honte et c'est le ridicule à la personne de nos députés, de nos sénateurs, de nos ex-ministres, de nos chefs de partis politiques. C'est la honte. Parce que, c'est vrai, la mission primordiale d'un parti politique, c'est gouverner, gérer le pays. Mais quand nous devrons gérer le pays par un esprit revanchard pour dire qu'écoutez, pendant beaucoup d'années, nous n'avions pas géré, et comme nous sommes là aujourd'hui, nous devrons gérer l'État. Non, l'État, on ne le gère pas comme ça. C'est un instrument du gouvernement, c'est un moyen de la gestion de la chose publique, mais nous devons faire ça avec en âme et conscience. C'est là où ça pose problème. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est les critères des sélections qui posent problème? Est-ce que c'est les profils? Est-ce que c'est la carence d'hommes qui pose problème? Comment interprétez-vous tout ça, ces retards? Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des urgences, il y a des priorités à régler. C'est une tare dans le système politique congolais. Ça, c'est une tare. Et j'insiste. Comment expliquer? Je prends un exemple que tout le monde suit aujourd'hui, parce que j'ai suivi des députés qui sont montés au créneau pour demander absolument ils doivent être ministres. Mais non. Oui, quand vous êtes des députés pétitionnaires. Oui. Quand vous êtes député, non, c'est pas tout le monde, parce que quand je peux te citer un nom, c'est Sanga. Sanga dit non, nous avons mené une action qui devait pérenniser plutôt la démocratie. Pensez-vous que si on nommait Sanga aujourd'hui ministre, il va dire non, je préfère rester ici? Je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas son porte-parole et je ne circule pas dans ses idées. Mais ce qui est vrai, je suis ses propos. Je prends juste ses propos et je ne veux pas analyser dans le fond de ses propos. Mais par contre, cette attitude-là prouve à suffisance que c'est un intellectuel, ça c'est de un, et c'est un homme politique. Et un homme politique, non seulement un homme politique, c'est un homme d'État. Parce qu'il a un mandat que le peuple lui a donné, de légiférer, de prendre des lois pour cette population-là. Et je crois, s'ils peuvent se contenter de cela, à ce moment-là, nous n'aurons pas les assoiffés du pouvoir. Vous êtes appelés honorables. Vous voulez à tout prix être excellence. Même si vous êtes excellence, mais vous ne travaillez pas. Mais non, ça ne change rien. Ce sont des titres honorifiques, mais à une seule condition. Si vous voulez rester dans le panthéon, il faut faire du bien dans la population, que la population commence à penser à vous. Comme nous pensons aujourd'hui, on prend l'exemple de Lunda Bouloulou et les autres. Alors, Augustin Kabouya nous a révélé dimanche dernier, au niveau des Saintes-Thérèse, que le président de la République a refusé de signer l'ordonnance parce que la liste lui transmise par Sama Lukonde ne comportait que les noms des hommes. Il n'y avait pas des femmes. Alors, pour raison de représentativité et de parité, le président a jugé bon débloquer le verbe
que vous ne voulez pas, la sortie de cette équipe gouvernementale. Vrai ou faux? Je ne dirais pas vrai ou faux directement parce que ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Augustin Kabouya. Et moi, je ne suis pas porte-parole d'Augustin Kabouya, non plus membre de l'IDPS. Mais par contre, en tant qu'analyste politique, je crois que Augustin a éventré les boas. Et en éventrant les boas, je suis d'accord avec lui parce que avec le gouvernement Ilunkamba, on avait 17% de la représentation féminine. Et pourquoi pas aller à 30% comme veut à tout prix les chefs, comme le veut les chefs de l'État? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche? Vous verrez que dans tous les gouvernements qui sont dirigés, je prends l'exemple de Maman Zouzouan Mombo, c'est une femme de prouesse. C'est une femme qui avait démontré ce qu'elle est capable. Nous parlons de Marie-Madeleine Kalala. Il y a beaucoup de femmes qui ont déjà démontré ce qu'ils sont capables. S'il vous plaît, épargnez-moi d'elle parce qu'il y a des choses qui sont... Mais qu'à cela ne tienne, c'est une femme très intelligente aussi. Mais, et seulement mais, il faut que la femme vienne aussi, ne se féminise pas. Qu'elle ne se sente pas pour dire que, écoutez, ah non, nous sommes des femmes, nous sommes vulnérables. Non, vous avez de mêmes atouts avec les hommes. Et si le chef d'État tient mordicus à cette représentation, cela, il n'a pas tort. Ce sont des demandes que la population fait auprès du chef de l'État, que le chef d'État fait à tout prix concrétiser. Est-ce qu'il est revenu à Augustin Kabouya de le dire? Et s'il a eu les kilos, s'il a eu les kilos de le dire, s'il a eu les kilos de le dire, il est responsable de ses propos. Comment les secrets du chef ont atterri sur les lèvres de Kabouya? Mais c'est Kabouya qui est le secrétaire général de l'IDPS. Je ne sais pas par quelle magie il a eu l'information. Probablement, il y a une task force qui a travaillé du côté du Sacré. Nous n'avions pas la mémoire courte. Donc peut-être par ces couloirs-là, il a eu l'information. Ce n'est pas mal aussi de donner l'information à la population. Dans l'avant-dernier thème de l'émission, la question de la congolité, ça fait fâcher beaucoup. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive aujourd'hui. Il y a aujourd'hui les Kankatoum qui s'agitent. Seulement parce que Noël Tchani a essayé de réfléchir à haute voix. Il estime que pour être aujourd'hui candidat président de la République, vous devez être né d'un père et d'une mère congolaise. Alors, comment aujourd'hui vous interprétez cette agitation dans les camps de Moïse Katumbi alors que Noël Tchani, dans sa réflexion, n'avait cité personne? Comment expliquez-vous cela? Cher ami, le Congo nous appartient tous. Et si Tchani l'a dit, je ne vois pas le mal. Et je suis partisan du Congolité. Ça a toujours été... Il a réfléchi à haute voix et il a la libre expression de le dire. Mais si une frange de gens qui se sentent lésés par rapport à ça, ils n'ont qu'à démontrer. Mais dis-moi, mon cher ami, depuis 1984, jour pour jour, les Congolais ne sont pas identifiés, les Congolais ne sont pas recensés, les Congolais sont seulement enrôlés. Nous sommes enrôlés dans l'armée, nous sommes enrôlés dans une milice qui s'appelle le Congo. Non, nous sommes un peuple bien identifié, bien constitué et nous devons être recensés. C'est la base de beaucoup de conflits qui se passent dans ces pays. Comment expliquer depuis Mobutu l'a fait depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une carte d'identité? Vous allez me dire que vous êtes Congolais, je souffre sans que je vous dise. Vous êtes brun, moi je suis tellement noir. Peut-être que moi je suis soudanais et vous êtes malgache. Et Christian Bossembe est peut-être saotomien. Donc dans tout ça, je ne vois pas le mal. Si ça agite, en tout cas, ça commence à me faire réfléchir deux fois. Et je crois à ce moment-là, je demanderai à la population de soutenir l'initiative de Noël Tchani. Je suis habitué à Peter Tchani qui est un collègue. Donc, si Noël Tchani l'a soulevé, c'est un problème qui a toujours, c'est une gangrène qui a toujours fait chuter beaucoup de problèmes dans ces pays. Il semble qu'en 21e siècle, on ne va plus parler de la nationalité, c'est une question révolue pour les sociétaires de Moïse Katumbi. Non, si on doit le dire comme ça là, je trouve que les Congolais ne sont plus humains. C'est inhumain, s'il vous plaît. Vous croyez que la France, que vous avez toujours eu l'esprit de copier-coller? Sarkozy qui est un Hongrois, mais qui a dirigé la France, Sarkozy, il est Hongrois, entre guillemets, mais quand il a grandi où?
et la volonté qu'il a prouvée à la France. Est-ce qu'il a détruit la France? Mais nous, en Afrique, si le chef de l'État n'est pas de ces pays-là, il va investir ailleurs. La conscience. Alors, est-ce que cette agitation ne risque-t-elle pas de décrédibiliser la thèse évoquée depuis un moment par les FCC qui nous alertaient sur la nationalité italienne de Moïse Katumbi et même zambienne? C'était la guerre. À cette époque-là, nous avions dit que c'était une guerre politique. C'était une guerre politique. Mais si aujourd'hui, nos amis, ils sont l'AMUCA elle, Moïse, c'est l'AMUCA. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ils ont été exclus par Fayoul. Fayoul n'a pas le pouvoir de le faire. Moi, je crois que moi, je ne peux pas marchander mes intelligences par rapport à ça. Mais par contre, la thèse développée par les FCC à l'époque, c'était une guerre plutôt politique. Par le passé. Mais si Moïse Katumbi est né ici, j'ai demandé à nos amis de l'AMUCA El Moïse de se calmer d'abord. Ça, c'est de un. Ça sera plus responsable. Mais plus ils vont s'agiter, nous allons commencer maintenant à philosopher sur la chose. Parce que à ce moment-là, nous allons nous poser la question, est-ce que, et dans les 4 est-ce que, nous devons avoir des vraies réponses qui vont confirmer que Moïse a la nationalité congolaise et c'est un Congolais décent. Ils ont fait déjà du coup sur coup, ils ont exhibé aussi la nationalité américaine de Noël Tchani. C'est une guerre qui devient... Mais écoutez, la nationalité congolaise est indivisible, vous le saviez. Si Noël Tchani a une nationalité américaine, ça n'engage que lui, mais c'est que moi, je peux marcher ensemble avec lui, avec la congolité, je suis d'accord avec lui, et je demanderai qu'on fasse l'identification et le recensement dans ces pays. Vous cherchez à exclure déjà Katumbi de la course en 2023 parce qu'il vous fait peur. C'est un argument de faible, mais plutôt nous devons être plus réalistes et rationnels. Si ils sont rationnels, qu'on démontre que... Et puis, Tchani n'a pas cité le nom. Pourquoi vous voulez toujours citer ce nom-là? Moi, je me pose cette question-là. Ça serait une faiblesse de leur part. Qu'on ne mette pas les charrues devant. Qu'on ne mette pas les charrues avant le bœuf. Très bien. On va terminer l'émission avec ces derniers termes en 2 ou 3 minutes. Les processus de remplacement du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI, les confessions religieuses ont donné déjà l'égo. D'un côté, il y a aussi la classe politique qui semble un peu dubitative par rapport au processus lancé par les confessions religieuses. On parle des réformes électorales avant même de procéder à la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Comment vous analysez aujourd'hui cette question? C'est l'égoïsme des politiques congolais. Moi, je crois que je marche avec les confessions religieuses. Comment expliquer à ces pays, pour avoir un gouvernement, nous avons fait 4 mois. Pour avoir un premier ministre, nous avons fait 4 mois. Pour avoir un gouvernement, aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà de 46 jours. Imaginez leur donner les listes et désigner un président de la CENI, mais ce sera le plus grand scandale. Le même homme qui demande qu'on puisse dépolitiser la CENI, ce sont les mêmes hommes qui veulent bloquer encore les processus que les confessions religieuses ont commencé. Donc on commence là. Au même moment, on commence aussi les réformes. Mais dis-moi, pourquoi ils agitent? Parce qu'ils ont toujours des idées derrière la tête. Moi, je crois que la démarche que les confessions religieuses ont commencé, qu'ils continuent, qu'ils persévèrent dans ça, parce que nous ne pouvons pas laisser aux politiciens de faire les politicailles au niveau de la nation. C'est un risque à 100%. Mais avec les confessions religieuses, nous avons un risque de 20%. En même temps, si les politiques insistent, regardez maintenant les conséquences. Ça sera la contestation en amont. L'église catholique va sortir, l'église hispanique va sortir, l'église protestante va sortir, les musulmans seront dans la rue. Dis-moi, ce sera le débâcle et la paix totale. Que le chef de l'État ne puisse pas suivre cette histoire-là. Ça va lui créer une contestation. Moi, je vous avertis, dès aujourd'hui d'ailleurs, je vais commencer déjà à en parler de temps en temps comme leader d'opinion. Dernière question pratiquement. Est-ce que les acteurs politiques congolais qui parlent aujourd'hui de la dépolitisation de la CENI n'ont-ils pas raison d'évoquer d'abord les réformes électorales? Parce que l'actuelle loi électorale permet aux partis politiques d'envoyer leurs délégués au bureau de la CENI.
est-ce que nous ne risquons pas de retomber sur les mêmes erreurs décriées en 2006, 2011, 2018? Pourquoi ne pas aujourd'hui accélérer d'abord le processus de la révision de la loi électorale? Les mêmes gens qui ont écrit cette loi électorale-là, ce sont les mêmes gens que nous avons aujourd'hui. Parce que ce sont les mêmes hommes. Chers amis, c'est ça le vrai problème au Congo. Et quand ils font des choses calquées à la taille des individus, voilà les conséquences aujourd'hui. Ils ont calqué cette histoire-là parce qu'il y avait tel au pouvoir et moi je suis son émanation. Ils ont calqué pour l'élection présidentielle à un seul tour. Christophe Lutundu l'a noté. Imaginez qu'on ait un grand pays comme le Congo, les élections à un seul tour. Mais ça ne pouvait qu'être un débâcle. Voilà les conséquences aujourd'hui. C'est ce que disent la MUCA et les autres pour dire qu'il y a l'illégalité. Mais ce sont les mêmes hommes qui ont créé cette histoire-là. Pourquoi ils veulent nous distraire? Non. Les confessions religieuses doivent d'abord élire les présidents et nous allons commencer les réformes. Pourquoi, votre dernière question, alors comment régler aujourd'hui ces problèmes qui divisent la classe politique et les confessions religieuses au sujet de l'organisation de la CENI? Que les politiques, réforme électorale et désignation. Que les politiques arrêtent la gourmandise politique. Que les politiques arrêtent la gourmandise politique. Ça, c'est de un. Alors, je me pose la question, tous ces députés, sénateurs que nous avons, tous sont des chrétiens. Et je vis dernièrement que le cardinal a parlé avec tous les sénateurs et députés catholiques. Imaginez, ils doivent s'opposer à leur père spirituel. C'est la honte et le ridicule. Ils ne sont pas chrétiens. L'émission est terminée, monsieur Wilson Nzemba. La caméra est là devant vous en quelques secondes. Votre dernier message au public et puis on va se séparer. Le dernier message au public, je demanderai au chef de l'État de créer une entité de suivi sur tout ce qui donne comme promesse. Ça, c'est de un. De deux, je demanderai à Sama Lokombe d'aller pas trop vite, pas trop lent, mais de prendre le juste milieu pour que nous ayons un gouvernement publié dès le retour du chef de l'État. De trois, je demanderai au général Kassongo d'arrêter et puis de poursuivre tous ces bandits que nous voyons dans la rue. Et je compatis avec la famille de l'enfant qui était abattu. Exaucé. L'enfant Foumou exaucé qui était abattu. Que justice soit faite dans cette affaire parce que peut-être que le député Lébé, c'est parce que c'est pas lui qui a tiré sur l'arme, peut-être c'est son gars du coup qui a tiré sur les petits, mais que justice soit faite pour que la famille puisse avoir un cœur net. Très bien. Wilson Nzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission, merci à toute l'équipe technique, merci aussi à vous, fidèles internautes, pour votre sympathique et réelle attention aussi. Clin d'œil spécial à une des fidèles de cette émission, Judith Itoma, depuis les États-Unis. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.